Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis toujours heureux de vous retrouver. Le Maroc, de retour à la une de l'actualité aux États-Unis. Le 17 février, 27 membres du Congrès américain ont adressé une lettre au président américain Joe Biden. In their letter, the senators wrote, and I quote, "We respectfully urge you to reverse this misguided lui demandant de revenir sur la décision de son prédécesseur Donald Trump concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter de ce qui est mentionné dans cette lettre et de l'avenir de la politique américaine envers le Maroc. Que fera l'administration Biden? Qui sont les congressistes qui soutiennent la position du Maroc et que disent-ils? De quelle influence le Royaume dispose-t-il pour conserver le soutien de ses élus? Pour débattre de ces questions et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien député du Congrès et grand ami du Maroc, M. Toby Moffett, qui a représenté le 6e district de l'État du Connecticut de 1975 à 1983. Il est l'un des activistes majeurs du Parti démocrate et l'un de ceux qui ont défendu la politique marocaine ici aux États-Unis pendant de nombreuses années. Il a créé un cabinet de conseil nommé Moffett Group et il est aujourd'hui le coprésident de Mercury Public Affairs, une organisation internationale bien connue et qui dispose de plusieurs bureaux ici à Washington, D.C. Mais avant d'échanger avec M. Toby Moffett, je vous propose de revenir sur la réaction des Américains d'origine marocaine de Washington Moroccan American Club, qui avait adressé une lettre au président Biden contenant 3000 signatures pour l'exhorter et de rejeter la demande d'une poignée de membres du Sénat de revenir sur la reconnaissance du Sahara marocain. Parmi les signataires de cette lettre, Kenza Samrouni, qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Kenza. Alors pourquoi avez-vous écrit cette lettre au président Biden et qu'en espérez-vous? Merci Adam de m'accueillir. En fait, notre lettre est une réponse à celle adressée par 27 membres du Congrès américain au président Joe Biden, lui demandant de revenir sur la décision de son prédécesseur quant à la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Voici un extrait de notre lettre, je cite, « En tant qu'Américains d'origine marocaine, nous avons énormément de respect et d'amour pour notre pays d'origine et pour notre grande nation, les États-Unis d'Amérique. En fait, le retrait de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara ne fera que causer une blessure au niveau de nos âmes et saper le socle historique solide qui fonde des liens forts entre le Maroc et les États-Unis. De plus, une telle décision entraînera une augmentation de la violence et le séparatisme dans la région. Monsieur le Président, nous connaissons parfaitement l'étendue de votre foi, votre engagement et votre conviction dans le rôle de la paix et des négociations. Nous savons également que la solution politique de l'initiative marocaine d'autonomie représente la seule et l'unique solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. De même, cette initiative marocaine bénéficie d'un soutien international croissant. Nous espérons que la voix de la sagesse et de la raison l'emportera sur la voie de la discorde et de la division. » Fin de citation. Merci Adam. Merci Kenza. Je me tourne à présent vers notre analyste JD, mais avant tout, on écoute la réponse du porte-parole du département d'État américain Ned Pierce à la question d'un journaliste portant sur l'éventualité d'une mise à jour de la position de l'administration Biden sur la question du Sahara. Il n'y a aucune mise à jour pour le moment concernant la question du Sahara. Ce que nous avons globalement dit est toujours en vigueur. Nous soutenons les étapes entreprises par le Maroc pour améliorer ses relations avec Israël, car à long terme, cela sera bénéfique pour les deux pays. De plus, les États-Unis vont continuer à soutenir le processus de l'ONU pour mettre en œuvre une solution juste et durable à ce différend de longue date au Maroc. De même, nous continuerons à appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région. Gidi, il est désormais clair qu'il y aura une grande contestation sur cette question, car il y a des mouvements forts de la part des deux partis pour inciter l'administration Biden à adopter leur position.
Alors, quelle analyse faites-vous des propos du porte-parole du département d'État américain et pouvez-vous nous expliquer le jeu qui se déroule actuellement et la stratégie d'influence qui vise à atteindre les responsables et décideurs politiques? Que doit faire le Maroc pour gagner ce bras de fer? Adam, vous avez été l'ancien porte-parole du département d'État américain. Quant à moi, j'ai été l'ancien porte-parole du Pentagone et dans les conférences de presse, vous avez des notes écrites. Il est clair que le porte-parole, Ned Price, lisait ce qui était écrit devant lui. De ce fait, je pense que le département d'État américain gardera les choses telles qu'elles sont actuellement, car le porte-parole n'a pas fourni de nouveaux détails, il a plutôt parlé en général. Il semble donc que le dossier restera là où il en est actuellement. Je peux dire que l'administration Biden n'envisage pas de procéder à des ajustements, mais d'un autre côté, je vois que l'administration Biden se trouve devant deux questions, plutôt deux problèmes majeurs. Le premier concerne l'Iran, l'amélioration des relations avec ce pays et la remise à l'ordre du jour de l'accord sur le nucléaire iranien qui est controversé. La deuxième question se rapporte à l'accord de Paris sur les changements climatiques qui provoquera ici un grand débat en raison de l'orientation vers la non-responsabilité de la Chine jusqu'en 2030. Par conséquent, le département d'État américain ne veut pas ouvrir un nouveau front avec la question du Sahara, le Maroc ou l'Algérie. Cela ne mérite pas toute cette tension selon eux. Et c'est ça le plus important, les Américains ne sont pas vraiment intéressés par ce problème. Quant à la course à l'influence ici à Washington, bien évidemment, on trouve en première ligne les représentations diplomatiques de plusieurs pays, mais du fait que le Polisario n'a pas d'ambassade, il agit sous le parapluie algérien. Donc c'est l'Algérie qui mène les campagnes et pour cela, elle dispose de lobbies qui sont en contact avec les membres du Congrès américain. Imaginez, il existe 100 sénateurs et 435 députés en plus des membres de l'administration. C'est un grand nombre. Le fait qu'il n'ait obtenu que la signature de 27 sénateurs seulement, c'est vraiment de la peine perdue. De même, la liste comprend les républicains les plus conservateurs et les démocrates les plus libéraux. Il s'agit donc d'un bloc général de 27 membres uniquement. S'ils étaient 50 sénateurs au plus, cela aurait été un problème. Bien, Toby Moffett, vous étiez membre du Congrès américain et vous connaissez bien le Maroc, vous avez défendu ses intérêts. En conséquence, votre opinion quant à l'impact d'une telle lettre aura-t-elle, selon vous, un poids particulier, car cette lettre, je le rappelle, a été signée par 27 membres appartenant aux deux partis et ayant des idéologies différentes? Tout d'abord, en ce qui concerne mon rôle, je n'ai pas exercé de pression politique en faveur du Maroc depuis de nombreuses années. Mais comme vous l'avez mentionné, je garde toujours dans mon cœur une place précieuse pour le Maroc. Je suis donc aligné avec le Royaume du Maroc. Mais l'une des choses sur lesquelles on doit se concentrer quand on observe et analyse la scène ici à Washington, c'est qu'il faut regarder les noms qui ont signé la lettre et pas le nombre de signataires. En fait, si vous êtes actif dans le processus de pression politique à Washington, vous ne serez pas nécessairement surpris de ce qui se passe, mais j'ai été étonné de la teneur de la lettre. Tout en respectant ce qu'a dit JD, et je suis d'accord avec lui, je considère que la chose la plus importante et déterminante n'est pas le nombre de signataires qui sont 27 membres, mais ce qui signifie le fait d'adresser cette lettre au président Joe Biden. De telles lettres ne sont pas adressées au président lorsqu'un nouveau gouvernement de démocrates tient les rênes du pouvoir à la Maison-Blanche. En outre, il y a actuellement une majorité de démocrates au Sénat grâce à ce qui s'est passé en Géorgie le 5 janvier. De plus, ceux qui ont signé la lettre n'ont pas fait ça juste pour la signer, mais parce que la nouvelle administration doit être informée de la question en vue de prendre une position. D'autant plus, je pense que la lettre est un prétexte pour les démocrates. Oui, c'est un point vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'incite à vous demander votre avis sur l'impact de cette lettre.
Surtout que vous avez dit qu'il y a des indices d'un changement au niveau des politiques américaines. Maintenant que l'administration a reçu cette lettre, quel est donc son impact et quelle est son importance? Nous attendons vos réponses à ces questions après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre invité d'aujourd'hui est Toby Moffett et notre discussion se rapporte à la lettre adressée au président Joe Biden par 27 membres du Congrès lui demandant de revenir sur la décision de son prédécesseur Donald Trump quant à la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Avant la pause, j'ai demandé à M. Moffett son avis sur l'impact de cette lettre. C'est à vous, M. Moffett. Here's what I think is going on. Right, at the bottom line, I think the administration wanted some breathing room on this issue and a lot of others, by the way, that Trump sort of stuck them with. En fait, l'administration Biden aimerait avoir plus de temps pour examiner cette question et même d'autres questions. Il y a d'abord l'accord d'Abraham et les relations stratégiques qui nous lient avec nos alliés, non membres de l'OTAN. Donc, à mon avis, la question comporte de grands risques de mettre tout cet énorme équilibre en jeu pour une affaire gelée depuis longtemps pour cause d'entêtement. C'est vrai, mais quand j'ai commencé à travailler avec le Maroc il y a des années, il y a même 20 ans, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis à l'époque, Aziz Mkwar, qui est maintenant l'ambassadeur du Maroc en Chine et qui est un diplomate très respecté, et après lui avec l'ambassadeur Omar Hilal qui l'a remplacé, tous les deux, ils m'ont dit que si vous vous promeniez dans n'importe quelle rue à Casablanca ou à Rabat ou à n'importe quelle autre ville du Maroc et que vous interrogiez les citoyens marocains sur ce qui compte le plus pour eux, vous constaterez que la question du Sahara est au sommet de leurs préoccupations, ou alors qu'elle est au moins l'un des deux premiers problèmes qui intéressent les Marocains. Je n'y croyais vraiment pas et je me suis dit peut-être que c'est une exagération, mais j'ai réalisé lors de nombreux déplacements au Maroc que c'était une réalité vivante. Je ne pense donc pas que la question du Sahara est une question secondaire, mais elle est plutôt au cœur des convictions des Marocains et elle constitue l'essence de la souveraineté marocaine. Je pense que le Maroc mérite d'être salué pour son adhésion aux règles communes en participant aux négociations qui ont eu lieu à Long Island. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le Front Polisario prend la voie des actes de violence et de brigandage, envie d'empoisonner l'atmosphère à chaque fois que le moment est venu pour les négociations. En revanche, le Maroc continue toujours de respecter son devoir de négocier de bonne foi. D'ailleurs, la question est de savoir jusqu'à quand laisserons-nous le processus de négociation prendre du temps et pourquoi trébuchons-nous avec le processus parrainé par les Nations Unies et qui pendant de nombreuses années n'ont abouti à aucun résultat, alors que les États-Unis peuvent jouer un rôle important et déterminant et qu'il y a des esprits intelligents partout dans le monde. L'un des points qui ont retenu mon attention dans cette lettre est qu'elle parlait beaucoup du référendum, mais elle ne mentionnait pas l'initiative marocaine d'autonomie soutenue par la communauté internationale et les États-Unis. À votre avis, que s'est-il passé dans l'esprit des députés en signant cette lettre qui repose sur la tenue d'un référendum que plus personne n'envisage, à l'exception peut-être des plus extrémistes, et en omettant totalement d'évoquer l'initiative marocaine d'autonomie? Je n'ai pas d'explication à cela. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui ont signé cette lettre, comme Dick Durban, qui a rejoint le Congrès américain 2 ans plus tard après moi. De plus, nous avons beaucoup travaillé ensemble et nous sommes encore des amis. Et Maria Cantwell, qui est l'une des membres les plus éminents du Sénat. Je ne veux donc pas les offenser, surtout les démocrates qui ont signé cette lettre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, car j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas très bien étudié la
la situation avant d'écrire cette lettre. Soulever la question du référendum constitue une simplification exagérée. Ils n'ont pas abordé, par exemple, les difficultés entourant le processus référendaire et comment s'assurer qu'il est précis, que sa procédure est crédible. Et c'est là l'occasion de mettre en évidence que le Front Polisario ne représente pas des gens honnêtes et respectables, car le Polisario est impliqué dans la traite des êtres humains et l'envoi de mercenaires en Libye à l'époque de Kadhafi. Ce groupe de séparatistes est donc un groupe qui ne coopère pas et qui ne sert à rien. Comme vous l'avez dit, vous connaissez bien ces membres du Congrès. Vous-même y avez siégé et vous étiez aussi un défenseur de la politique marocaine. Comment, selon vous, cette question va-t-elle évoluer dans les prochains jours et comment le Maroc peut-il gagner cette bataille? Comment influencer les alliés et les amis du royaume? Si je peux me permettre de donner un conseil au Maroc, ce serait de dire le Maroc est l'un des 4 pays au plus au monde capables de mobiliser 350 membres de la Chambre des représentants des 2 partis de droite et de gauche, dont le nombre total est 435, pour le soutenir dans presque tous les dossiers qui le concernent. C'est à ce stade qu'on est arrivé à la profondeur du soutien bipartisan au Maroc et qui s'est construit au fil des ans. Il y avait plusieurs raisons à cela. Cela s'est produit avant, quand il y avait des doutes sur notre aptitude en tant que membre du Sénat à adopter l'accord de libre-échange que les États-Unis avaient conclu avec le Maroc en 2004. En fin de compte, il a été adopté à une majorité écrasante. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'à la différence des Indiens d'Amérique ou des Juifs américains, il n'y a pas une grande communauté maroco-américaine aux États-Unis. Donc le fait que le Maroc reçoive un soutien aussi massif des 2 partis au Congrès est une chose vraiment surprenante. Par conséquent, le Maroc doit tirer profit de ce soutien et il doit se poser la question suivante. Que peut présenter le Royaume du Maroc à l'administration Biden? En fait, le Royaume a présenté beaucoup de choses auxquelles l'administration Biden s'intéresse. Regardons ce que Sa Majesté le roi Mohammed VI a présenté à travers sa diplomatie avant le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et tous les bons résultats de cette diplomatie. Si nous considérons l'Afrique, combien de pays ont égalé le Maroc dans ce qu'il a présenté au continent? Pas seulement l'État marocain, mais aussi à travers les grandes entreprises telles que l'Office chérifien des phosphates et les grandes banques telles que le groupe Bank of Africa qui sont présentées sur tout le continent africain. Les États-Unis ont besoin de tout cela et ont également besoin du Maroc pour relever les défis des changements climatiques. Et quand Aziz Mekouar était l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, il est devenu le tsar, si je puis dire, de cette cause. De ce fait, je conseille au Maroc de réorganiser ses rangs, de mobiliser les sources de sa puissance et d'identifier les points communs avec D'ailleurs, le Maroc dispose de très nombreux atouts qu'il peut mobiliser pour réaliser tout ça. Toby Moffett, vous nous avez fourni de précieuses et pertinentes informations. Merci pour votre intervention. Et je me tourne à présent vers notre analyste Julie Gordon pour lui poser une dernière question. Maintenant, que peut-il se passer dans les couloirs de l'administration Biden concernant cette question ? Je pense que Toby a raison. Ce qui s'est passé est une réponse au président Donald Trump et à son administration. Cela a été fait également pour contrer Jared Kushner, qui est critiqué par beaucoup de sénateurs de droite comme de gauche. L'administration américaine surveille la situation maintenant. Il ne veut pas s'impliquer dans une bataille qui n'est pas nécessaire, à son avis. Peut-être que la présence de 27 sénateurs, et certains d'entre eux sont puissants, est une chose qui appelle à la prudence à l'avenir. Chers téléspectateurs, vous avez entendu les réflexions d'un expert du Congrès américain et du Maroc également. Je pense que les conseils de M. Moffett sont très importants car le Maroc a de nombreux amis au sein du Congrès américain et il est temps de les pousser à agir en sa faveur. Très franchement, la signature des 27 membres du Congrès américain conduit par le sénateur Patrick Leahy et le sénateur James Inhofe n'est pas une chose facile, mais le Maroc peut bloquer et repousser une telle tendance.
Si le Maroc veut gagner cette bataille, il doit expliquer à l'administration Biden qu'il s'agit là d'une affaire sérieuse et doit également lui rappeler que tous les dossiers des relations maroco-américaines sont imbriqués et interdépendants. Il s'agit de dossiers liés à la sécurité au Sahel et en Afrique, au changement climatique, à la lutte contre le terrorisme, les intérêts communs, les opportunités commerciales et économiques, et toutes ces questions qui sont importantes pour les intérêts américains et qui seront certainement affectées négativement si la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara était remise en question. C'est là le message qui doit être clarifié à l'administration Biden, très sérieusement et en même temps très cordialement. De même, le Maroc a de nombreux amis au sein du Congrès américain qui peuvent soutenir le Royaume. Je voudrais remercier Kenza Semrouni, membre du Washington Moroccan American Club. Je remercie également Gidi et l'ancien membre du Congrès, Toby Moffett. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt. At another show, إلى اللقاء.